Donc bonjour Gaël, je te remercie de nous accorder cette interview pour globemma.com. Bonjour Jean-Baptiste. Donc voilà Gaël, je suis ravi de t'avoir pour cette interview parce que tu es l'un des ambassadeurs français du MMA à l'étranger, puisque tu as été multiple champion du monde. D'ores et déjà, donc, tu as été champion du monde en Jiu-Jitsu Fighting, également en Pankido et en MMA. Et voilà, donc moi ce que je voulais savoir, c'est en gros quel est ton parcours de combattant. Alors, petite rectification, j'étais champion d'Europe en Jiu-Jitsu Fighting. D'accord. C'est important de souligner pour moi parce que ça fait un peu partie de mon parcours. Ouais. C'est vrai que j'ai fait une longue carrière en judo, un sport-études, et puis mes diplômes j'ai passé en sport-études. Ensuite j'ai enchaîné par le Jiu-Jitsu Fighting. Le Jiu-Jitsu Fighting c'était un peu l'intermédiaire pour moi dans le sport complet en fait. Dans le sport extrême, parce qu'on pouvait payer des coups de poing plus ma pratique judo. Et donc je me suis pris un peu au jeu de ce sport et justement j'ai voulu être champion du monde de Jiu-Jitsu Fighting. Ouais. Et je me suis investi pour devenir champion du monde et j'ai raté mon prix là-dessus. Et ce qui m'a fait rebondir après par la suite pour devenir champion d'Europe et ce qui donnait ce cadre-là pour ensuite structurer ma carrière en MMA. D'accord. Donc du coup, je suis venu au MMA avec ce passé-là qui m'a permis de me structurer. Ça m'a servi de leçon de rater ce type de champion du monde depuis pour devenir meilleur en MMA. D'accord, oui, bon alors autant pour moi, désolé pour cette petite coquille. Donc, en fait, donc là, d'après ce que j'ai pu voir, parce que j'ai lu ta biographie sur internet, donc c'est à l'âge de 17 ans que tu as commencé à faire du judo en sport-études à Orléans, c'est ça? Ah ouais, j'ai commencé à 7 ans moi le judo, ouais. Et ensuite la suite logique, en fait, j'ai fait tout mon parcours collège, enfin école primaire, collège, judo avec le judo à côté. Et puis la suite logique, c'était une porte de sortie pour moi pour sortir de ma petite île. De faire un sport-études en fait. C'était vraiment la construction d'une carrière complète. Voilà, donc 17 ans, j'ai été amené à venir dans un pays très loin de ce qu'on peut imaginer à La Réunion, parce qu'il fait froid, parce que les gens sont différents, etc. Donc c'était une belle aventure. D'accord. Et alors, après, donc, effectivement, tu as fait du Jiu-Jitsu Fighting, et après, donc, tu t'es mis au MMA, c'est bien ça, au Pancras, puis après au MMA? Ouais, c'est ça. Donc, Jiu-Jitsu Fighting, c'était vraiment une approche du sport complet qui était intéressante parce que il n'y a pas de recherche de KO au Jiu-Jitsu Fighting. On travaille vraiment à la touche dans le style karaté. Ouais. Et c'est vraiment un intermédiaire. Et puis là, dans ce style-là, dans le Jiu-Jitsu Fighting, ça me permettait de pas complètement couper avec le judo parce c'est l'équipe de judo qu'on porte. Et voilà, on peut mettre notre discipline judo avec prise kimono, tout ça. Et moi, regarder un petit peu de moi le MMA, c'est vraiment quelque chose qui m'a tiré sans trop savoir pourquoi. Je l'ai su après. Ouais. J'ai su que un petit peu cette fibre de mélanger les arts martiaux et puis de cette soif d'apprendre de discipline. Donc ça, je l'ai su un peu après, mais je suis quand même attiré par rapport à ce sport et je me suis lancé au départ en crasse parce qu'en France ça n'existait pas. C'est aussi bien, donc c'est aussi dur que le MMA parce que c'est des règles différentes et là maintenant c'est beaucoup plus technique que le MMA, à mon sens. Et voilà, après j'ai pu faire mes armes dans le même qui menait cette carrière qui l'amène aujourd'hui. Et oui, bien sûr, donc tu as été donc champion du Cage Warriors en 2011, donc en battant Arnie Saxon au deuxième round par TKO. Ensuite, donc, tu as défendu ta ceinture avec brio donc, contre Taylor. Et après, il y a ce petit couac contre le combattant donc, maintenant qui est à l'UFC, Cathal Pendrell,
en mars 2013 où tu perds à la décision après 5 rounds. Et est-ce que tu peux nous parler de ce combat? Parce que ça reste quand même un peu bizarre. Moi, je me souviens de ce combat-là. Donc, tu es le champion, tu perds à la décision au bout de 5 rounds. Je veux dire, généralement, un challenger doit vraiment aller très très fort pour détrôner à la décision le champion, non? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, on a un peu, à vrai dire, on a un peu un statut un peu différent, un peu bâtard, on va dire, pour parler un petit peu crûment en tant que Français, parce que bon, on ne n'entend pas vraiment sur les ceintures internationaux. On n'intéresse pas grand monde en termes de fans, en termes de popularité. On a beaucoup de public, même si on a un public grandissant maintenant, mais c'est pas comme dans en Angleterre, par exemple, où le MMA est fréquent, donc le public est présent, et puis ils ont des diffusions télé, etc. Internationalement sur les événements, sur les ceintures, on n'est pas vraiment très intéressant. Premier combat contre Arnie Jackson, sans vouloir dénigrer l'organisation, mais je n'étais pas vraiment attendu, on va dire. J'avais un palmarès intéressant et je combattais en face. Enfin, j'avais jamais vraiment rien fait en MMA pur, donc et Arnie Jackson c'était quelqu'un qui commençait à grimper dans l'organisation, donc j'étais tendu. Pour la deuxième défense de ceinture, pareil, on m'a mis Jesse Taylor. D'habitude, on essaie de garder un petit peu le champion. Jesse Taylor était aussi fait pour me détrôner parce que c'était un Américain qui est beaucoup plus commercial que moi parce que il va pouvoir exporter l'image du meilleur à l'extérieur. Donc voilà, c'est pour moi quelque chose qui n'est pas défavorable, parce que peut aussi être ça pour intéresser des gens aux organisations. Mais voilà, c'est un côté qui doit rester aussi, qui doit rester présent dans nos esprits. Et bah, sur Alpendrek, je pense que le jeu était un petit peu plus dans son camp, parce que voilà, maintenant l'UFC s'est installé à Dublin, font des shows aux États-Unis où il y a beaucoup de Français, etc. Donc évident que ce genre de personnes intéressent beaucoup plus les organisations. C'est un effet qui doit rester à l'esprit. Mais bon, contre Katal Pendred, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de vie parce que moi, dans ma conception du MMA, j'ai vraiment mis ma carrière, enfin, j'ai vraiment construit pour cette carrière. Je me suis dit, bon, je vais travailler et puis je vais faire du MMA à côté. Donc je me suis dit, je vais faire du MMA, je vais m'entraîner comme un professionnel et pour construire, je vais construire ma carrière. Aujourd'hui, je suis force. Mais c'est pour autour du MMA, donc c'est vraiment cette optique-là que je travaille. Et voilà, c'est vrai qu'une défaite comme ça, c'est dur à avaler. Ouais. C'était un peu compliqué au niveau de la décision, au niveau de l'état d'esprit, tout ça. Donc je l'ai mal vécu. Je suis tombé, mais je suis de nouveau là. Et oui. Donc j'ai joué sur le combat de Carvalho. Et j'espère le remontrer lors de mon prochain combat. Ouais, voilà, donc au final, t'es presque un élément dérangeant, j'ai envie de dire, dans l'organisation, puisque à chaque fois tu chamboules un peu les plans du Cage Warriors. Je suis un élément dérangeant parce que bon, voilà, aussi faut comprendre que ces organisations-là, ils ont besoin aussi de vivre. Hein, ils ont une affaire à faire tourner. Donc c'est avec le public, c'est avec les fans qui vont faire tourner cette affaire parce que bon, c'est du pay-per-view, c'est des billets vendus, etc. Forcément, il faut qu'ils intéressent les gens. Et bon, ils mettent un petit peu les billes sur leurs combattants et ils font combattre les gens qui leur apportent du monde, etc. Et après, c'est à nous de jouer avec cet état de figure. C'est-à-dire, c'est à nous d'être bons. Si, je dis toujours, hein, si j'aurais pu avoir une décision je savais de toute façon quand j'ai fait le combat contre Pedro, il fallait que je gagne le combat par soumission ou par KO.
Bon, c'est pas arrivé parce que bon, après c'est le combat qui fait ça, on sait jamais ce qui. Et puis voilà, il faut avoir le moyen de bien s'entraîner. Donc voilà, donc le Cage Warrior, c'est comme toutes les organisations, ils font leur affaire et puis bon, c'est nous en tant que combattants et en tant que fans de moi aussi, on est pour que cet événement existe. Après, c'est une très belle organisation, un très beau show qui se passe autour. Et bon voilà, c'est le jeu. Quoi. Le Cage Warrior, c'est un tremplin pour l'UFC ou pour le Bellator? Bah, je pense que le Cage Warrior, c'est une belle vitrine pour les plus grosses organisations. Mais attention, elle a aussi son mot à dire parce que il commence à grossir, beaucoup plus de combattants de qualité. Les primes commencent à devenir de plus en plus intéressantes. Donc, attends, ça a coupé, tu t'entends. Attends, ça a coupé. Tu disais donc les primes sont de plus en plus intéressantes. Les primes sont de plus en plus intéressantes. Ça commence à grossir en termes de budget, en termes d'investisseurs, etc. Donc là aussi, son mot à dire en tant que grosse organisation, ça a grossi. Et puis voilà, quoi, il y a des combattants de qualité qui affluent. Après, c'est vrai que avoir une ceinture au Cage Warrior, ça veut dire aussi avoir le niveau, être parmi les meilleurs mondiaux. Ouais. Donc ça, c'est une réalité aussi. Donc là tu as une échéance, c'est bientôt, c'est le 13 septembre, tu vas tenter de récupérer ta ceinture des welter, donc contre le Danois Nicolas Dalby, qui lui est invaincu, qui est toujours invaincu en MMA, il a 12 victoires pour aucune défaite. Comment appréhendes-tu ce combat? Peux-tu nous parler de cet adversaire? Nicolas Dalby, on a suivi tous après la ceinture qui a été laissée vacante par Catal, par Catal. C'est un très bon combattant. C'est un combattant particulier parce que déjà il a 0 défaite. Donc ça part son palmarès part de lui-même. Après, c'est un combattant qui a un gros cardio parce que on l'a vu sur son combat pour la ceinture, il a le mettre KO sur le 5e. Ça veut dire qu'il est encore explosif sur 5 coups. Après, c'est un combattant qui est très mobile, donc difficile à asséner. Donc du coup, ça va être un bon combat. Donc voilà, c'est un combattant que je prends très très au sérieux. C'est le champion. Ouais. Et que je suis vraiment bien préparé pour ce combat. D'accord. Et alors du coup, là, puisque le combat va avoir lieu le 13 septembre, à partir de quel moment tu décolles pour l'étranger? Là, je vais partir le jeudi 11 septembre. C'est à côté, c'est New York, donc voilà, il n'y a pas trop de décalage horaire. Ils me font venir un jour avant la pesée, donc ça me convient. Ça change de la Jordanie? Ça change de la Jordanie parce que en Jordanie, il y a quand même un petit peu de voyage et puis l'environnement n'est pas le même. Mais attention, en Jordanie, c'est quelque chose qui me réussit bien, donc j'aime beaucoup la Jordanie aussi. Du coup, comment se passe ta préparation là? Tu consacres tout ton temps à ta préparation? Oui, je ne peux pas vraiment consacrer tout mon temps à la préparation parce que il y a la rentrée qui approche. Moi, je suis coach sportif et puis je suis entraîneur de MMA aussi. Donc on a une structure, etc. Je gère l'administration. Un peu plus de détails sur la structure. Donc tu es à Toulouse, c'est ça? Ouais, je suis à Toulouse. J'enseigne au Boxing Factory. Le Boxing Factory, c'est une salle de 400 mètres carrés. Ah oui. Avec multisports. On a la boxe taille avec Rachid, qui est un très bon club de boxe taille et qui est très connu dans la région de par ses combattants et sa qualité d'entraînement.
Il y a Laurence Cousin aussi qui donne des cours qui a sa section de jiu-jitsu brésilien, donc encore quelqu'un de qualité qui exerce dans cette salle. On a Modibo Diarra, c'est un champion du monde en boxe française. Tous les professionnels de la boxe ou amateurs de la boxe pied-point le aussi, parce qu'il a fait plusieurs titres en boxe thaï et puis en boxe française. Donc voilà, une structure très bien, une très bonne structure pour des très bons profs pour très bon enseignement. D'accord, donc toi tu enseignes et à côté de ça tu as encore autre chose, tu disais? Je suis coach sportif, Ouais. coach sportif en sport, en functional training, c'est-à-dire en sport général, et en boxe. On lance un nouveau concept, enfin un nouveau concept, c'est un concept qui est déjà, mais sous une nouvelle forme. Là, c'est du coaching particulier avec préparation mentale et préparation perte de poids, etc. Tout ce qui englobe le coaching particulier, quoi. D'accord. Alors je vois derrière toi, il y a le logo Coq Bataille. Est-ce que tu peux nous parler de ce Là, je suis sur mon bureau, ouais. Je travaille. D'accord. Donc voilà, avec un petit ordinateur, etc. Ça, c'est mon premier t-shirt que j'ai fait de cette collection. En fait, Coq Bataille, c'est la marque que j'ai lancée avec, il y a maintenant pratiquement une dizaine d'années avec des amis judokas réunionnais qui étaient dans le sport, etc. Donc c'est vraiment un état d'esprit qu'on avait développé à l'époque et qui a attiré beaucoup de personnes, beaucoup de sportifs. On retrouve Coq Bataille, c'est un coq de combat. Nous, notre philosophie, c'est se battre dans la vie, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive. Tomber, se relever, etc. Donc, toutes ces valeurs de sport de combat et puis de dignité humaine, c'est un peu l'esprit de Coq Bataille. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais en gros, c'est ça. Donc, on a fait une ligne de vêtements qui est encore dans ses débuts dans la commercialisation, avec vêtements, t-shirt et short, vêtements de sport dans le sport de combat. D'accord. Donc voilà, donc c'est Coq Bataille. D'accord. On a beaucoup d'athlètes de haut niveau et puis amateurs qui représentent un petit peu ce point. Vraiment le concept de l'esprit Coq Bataille qu'on véhicule à travers cette main. Ok, alors donc tu as pu retourner à La Réunion l'année dernière pour un combat justement en Pankido cette fois-ci. Ouais. Quelle a été cette expérience? Alors ça, c'était encore une autre casquette de mes activités. La Réunion, c'est mon île, c'est où j'ai grandi et j'ai voulu retourner faire montrer aux gens ce que je faisais dans le monde entier. Et il y a une discipline qui m'a beaucoup plu dans l'état d'esprit, c'est le Pankido. Et j'ai décidé de monter une organisation de Pankido à La Réunion. Donc j'ai organisé l'événement, on l'a fait avec la ville de Saint-Denis, avec la région, etc., avec des partenaires privés, etc. Donc on a monté un événement de Pankido, des Gold Belts. Donc il y a eu les premiers championnats du monde, les premiers ceintures mondiaux de cet événement là-bas. Il faut savoir que c'est une discipline, ça fait une vingtaine d'années qui existe. Des Gold Belts, il y en a eu 27 jusqu'à présent. Et nous, on était le 28e Gold Belt. Et voilà, on a fait les premières ceintures mondiaux avec Anthony Léa. Il y a eu un très bon combat avec Julien Boussuge contre Nayef. Il a duré quand même 20 minutes. 20 minutes, donc c'est un peu la particularité du Gold Belt, c'est qu'on a 3 rounds, pas 2 rounds. De 5 minutes et après c'est un round indéterminé, c'est-à-dire on doit abandonner ou sinon on arrête par KO, sinon on arrête par étranglement. Donc pas d'erreur de jugement parce qu'il n'y a pas de juge, il y a un arbitre qui gère le combat et là on n'a pas des victoires au point, etc. C'est vraiment comme dans le temps où la vérité c'est vraiment le vainqueur qui la détient. Et donc là en l'occurrence toi tu as affronté un Sud-Africain? Ouais, j'ai affronté un Sud-Africain pour la simple et bonne raison que
l'Afrique du Sud et à côté de la Réunion. Ouais. Donc on cherche des combattants qui évoluaient dans les disciplines complètes comme le Bankido avec un vrai niveau. Pas très loin de la Réunion et le plus proche c'était l'Afrique du Sud, quoi. Okay. Donc voilà, on a eu deux combattants qui avaient un peu de bouteille dans ce sport de combat, et voilà, on a fait un joli spectacle. Et donc toi et Anthony, vous avez gagné? Oui, on a gagné. Bon, bah c'est super. Moi j'ai combattu à la fin, donc j'avais toute la pression de l'organisation, parce que dans une organisation c'est pas facile, hein. Ceux qui veulent c'est dans une organisation d'événements qui fassent bien attention, parce que bon, c'est vraiment pas comme on avait prévu le soir même. Et comme j'étais sur l'organisation et puis sur la préparation de mon combat de la fin, j'ai été reboosté, donc ça a été très vite, parce que j'avais une telle adrénaline que j'ai jamais eu dans ma carrière, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, non, ça devait être une super. En plus, en face de ton public, ça devait être vraiment une belle expérience, quoi. Ouais, c'est différent. J'ai toujours combattu à l'extérieur, en Jordanie, j'ai combattu en Russie avec des stades remplis, mais pas en ma faveur. Et là, c'est vrai que ça donne une force en plus de combattre devant son public, devant les gens qui nous supportent, que c'est la famille, c'est des amis d'enfance, c'est des gens qui nous aident aussi financièrement, etc. Donc ça fait chaud au cœur de combattre devant eux, et qui soient vraiment acteurs de ce qu'on fait, quoi. Bien sûr. Bon, bah écoute, c'est super, j'étais ravi de pouvoir m'entretenir avec toi et de faire ta connaissance. C'est gentil, moi c'est très plaisir. On t'envoie plein d'ondes positives pour ton combat le 13 septembre, et voilà, on sera là pour te soutenir. Donc surtout ne manquez pas le combat de Gaël contre Nicolas Dalby le 13 septembre prochain au Cage Warriors. Donc pour la ceinture des poids welter, voilà, donc plein de bonnes choses, et puis voilà, quoi, en espérant que tout se passe bien pour toi. Merci, c'est gentil, ça va bien se passer. Et t'es le bienvenu à Toulouse. C'est très sympa, merci.